Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du CFA Épure Méditerranée. Donc, je suis Sylvie Galiadi, responsable qualité du CFA. Je voulais vous souhaiter la bienvenue et vous présenter le webinaire de ce jour. Quelques mots sur le CFA Épure Méditerranée. Aujourd'hui, c'est un CFA qui accueille 4700 alternants, donc 4000 apprentis, 700 étudiants en contrat de professionnalisation. Et à la rentrée, nous aurons 250 formations ouvertes à l'alternance. Des formations de Bac+2 à Bac+5 sur toute la région, donc en partenariat avec l'Université Côte d'Azur, Aix-Marseille Université, l'Université de Toulon et Avignon Université, ainsi que l'École centrale Marseille et l'INSTN de Cadarache. Donc, une de nos priorités, même une de nos raisons d'être, c'est l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, de nos apprentis, nos alternants. Or, aujourd'hui, il y a une inquiétude suite à la crise du Covid que nous venons de traverser et la crise économique que les médias nous annoncent. Il y a une inquiétude, est-ce qu'il sera plus difficile de s'insérer sur le marché du travail pour vous, jeunes alternants? C'est pourquoi nous vous avons proposé une série de webinaires du 2 au 23 juillet. Donc, vous pouvez voir en replay si vous les avez ratés. Donc, vous avez le programme qui s'affiche à l'écran, on vous le remettra à la fin. Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Et donc, on essaie, lors de ces webinaires, de faire venir des intervenants qui peuvent vous donner des clés pour mieux réussir votre insertion professionnelle dans ce contexte de crise. Aujourd'hui, on va travailler sur la confiance. Alors, il faut que vous sachiez que le CFA a confiance en vous. Vous avez acquis des compétences professionnelles de très haut niveau, des compétences techniques et également des compétences qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, des compétences comportementales qui vous permettent de vous distinguer des autres diplômés grâce à votre expérience d'alternant. Donc aujourd'hui, vous avez acquis ces compétences et vous êtes en situation de les faire valoir sur le marché du travail. Donc, on a eu envie de vous proposer un webinaire sur la confiance. Pour cela, on a fait appel à Guy Boiniche, donc, qui est un formateur et coach depuis 2006 et qui connaît bien le CFA. Il est spécialisé dans le management et la prévention des risques psychosociaux et le développement comportemental en général. Il se définit lui-même comme un expert dans les mécanismes de la relation humaine. Et donc, aujourd'hui, il va partager avec vous la face cachée de ce qui se joue autour de la confiance entre l'employeur et l'employé, jeunes et moins jeunes. Donc, je lui laisse tout de suite la parole. Vous aurez un temps de questions-réponses. Donc, je vous invite à laisser vos questions sur le chat. Et Guy répondra avec plaisir à vos questions. Je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Merci Sylvie de cette introduction. Alors, expert peut-être effectivement sur le plan théorique, après sur le plan pratique, pour chacun d'entre nous, expert ou pas, et surtout sur ce sujet-là, c'est toujours un challenge. L'expérience de vie, l'expérience professionnelle et l'enseignement que l'on peut en tirer apporte bien évidemment beaucoup d'éléments là-dessus, dans la mesure où on prend le temps justement de faire le point sur certains sujets, notamment sur celui-là. Alors aujourd'hui, en 30 à 45 minutes, on va essayer de parcourir ce sujet qui est en fait plutôt complexe, qui peut être une quête de toute une vie, qui est aussi d'actualité, parce que qu'est-ce qu'il y a en face de la confiance? Il y a notamment un aspect lié au stress qui est la peur ou le manque de confiance. Donc, sur cette partie confiance, au niveau de cette présentation, on va aboutir à des choses concrètes qui vous concernent en tant que jeunes futurs collaborateurs et dans le lien relationnel avec l'entreprise et avec vos partenaires dans l'entreprise. Mais le sujet de la confiance va bien au-delà. C'est un sujet qui est lié au moins à des dimensions psychologiques, on va le voir, des dimensions physiologiques, physiques, voire même éventuellement spirituelles. C'était vraiment un sujet énorme. Donc c'est un défi que j'ai eu beaucoup de plaisir à relever, de vous faire passer quelques messages en ces quelques minutes,
Puis j'espère que ça laissera des traces utiles tout au long du court, moyen et long terme qui s'annonce pour vous. Alors, donc ma présentation va être quand même assez rapide. J'ai eu une première partie de vie où j'étais manager dans l'informatique et les systèmes d'information. J'ai fait une reconfiguration personnelle à 40 ans, où j'ai repris les études. Ça a duré 5 ans. J'ai repris les études. Je me suis installé comme consultant indépendant. Puis j'ai repris les études. Notamment, j'ai fait un diplôme universitaire de coaching sur Aix-en-Provence, où là, j'ai enfin finalisé un petit peu ma découverte de certains éléments que je n'avais pas sur les mécanismes de l'humain. Sachant que au-delà de la dimension étude, tout ça fait partie aussi d'une recherche personnelle qui, en tout cas chez moi, date de ma jeunesse, c'est-à-dire d'une vie antérieure. Même si j'espère rester encore très jeune très longtemps. Et ensuite, donc, effectivement, depuis 2006, j'anime des formations et je fais des accompagnements en coaching individuel ou collectif en entreprise autour du management et de la relation humaine, notamment par rapport à la gestion des conflits, par rapport à d'autres dimensions. Sachant que la problématique dans les entreprises aujourd'hui, elle n'est pas forcément technique. Les gens connaissent leur métier. Même quand on démarre, on prend le temps de le connaître, on l'appréhende. Mais les vraies problématiques qui subsistent sont les problématiques de relations humaines et de communication. Et la confiance est un élément clé de ce sujet-là. Alors du coup, je passe à la diapo suivante, si j'y arrive, ou si je peux me faire m'aider par... voilà, je vais vous présenter la trajectoire, voilà, que l'on va suivre. Donc effectivement, en première partie, la confiance comme valeur clé fondamentale. Alors cette partie est un petit peu théorique. Je considère qu'avant d'aller dans la pratique, c'est fondamental d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue apprentissage cognitif, de faire travailler son intelligence, de prendre du recul, de pouvoir comprendre la modélisation. Donc la modélisation notamment systémique, moi, m'a permis de prétendre à me mettre à mon compte et à intervenir comme consultant. J'ai d'ailleurs découvert l'approche systémique sur le tard, et si parmi vous certains ne la connaissent pas, je vous conseille fortement de creuser ce sujet-là avec comme référence l'école de Palo Alto. J'en reparlerai peut-être un petit peu. Donc la première partie, ça va être de découvrir, de modéliser, d'avoir des repères pour éclairer le chemin par rapport à la compréhension et ensuite la pratique de la confiance, et notamment par rapport à la notion de relation, bien entendu, professionnelle, mais ce que je vais vous dire, je pense, peut être utile aussi au niveau de votre vie privée. Pour ensuite voir comment, d'un point de vue pratique, développer cette confiance en soi, en fait. Parce qu'effectivement, pour donner confiance, il y a un minimum de confiance en soi à acquérir. Et ça se joue en aller-retour, c'est-à-dire que je travaille un peu sur ma confiance, qui diffuse de la confiance vis-à-vis de l'autre, et petit à petit, la confiance partagée renforce la confiance chez chacun. Mais ça reste un challenge ensuite de chaque jour. Donc, la partie 2, on verra comment, très concrètement, et de manière pas chère, je ne vais pas vous inviter à participer à des séminaires qui peuvent être très intéressants à faire en groupe, mais qui peuvent, à titre personnel en tout cas, demander un certain budget. Mais en tout cas, je vais vous orienter vers des pratiques déjà que vous pourriez effectuer et qui ne coûtent que 0 €, mais qui prennent du temps. Et comme pour tout, et je crois qu'effectivement aujourd'hui plus qu'hier, le temps est une valeur fondamentale. Et là, il y aura un élément clé de choix à faire pour prendre le temps de faire ce qu'on sait qu'on doit faire. C'est un élément incontournable pour pouvoir avancer. Et sur la partie 3, on verra plus concrètement, sur des conseils, ce sera donc plutôt une partie conseils pratiques par rapport à votre intégration dans l'entreprise. Avec, du coup, j'ai mis ce petit modèle qui est connu, qui s'appelle l'ikigai, enfin, pas forcément par tous, mais qui vous donnera un petit éclairage complémentaire. Voilà, donc, alors, je vous ai mis aussi une petite diapo. Ah, elle a disparu. Elle arrive, ok. Sur les sources personnelles, les sources qui m'ont inspiré, au-delà de ma propre expérience sur le sujet, pour réaliser ce diaporama. Enfin non, excusez-moi, c'est pas les sources qui m'ont inspiré pour réaliser ce diaporama, c'est les sources qui m'ont inspiré pour comprendre et établir la confiance
en moi, qui est une quête pour chacun, je pense, de toute une vie, mais également pour établir la confiance, notamment quand je me suis mis à mon compte, il n'y avait plus de relations hiérarchiques. Ça fait 14 ans que ça dure. Je travaille avec des organismes, notamment sous-traitance avec certains organismes de formation depuis plusieurs années. Et donc, pour pouvoir travailler comme ça en partenariat, on va le voir, la confiance est un élément vraiment fondamental, hein. Que ce soit dans une structure hiérarchique ou dans une structure de partenariat d'égal à égal. Euh, je pense que vous en doutez, mais effectivement, dans les deux cas, donc en tout cas, en ce qui me concerne, il a fallu que je comprenne quels étaient les éléments concrets qui permettraient d'insuffler de la confiance dans mes rapports avec mes partenaires et mes clients, et surtout de les maintenir dans le temps. Donc ça, on va effectivement vraiment le voir. Donc, en tout cas, je ne vais pas forcément peut-être décrire tout dans le détail ici, mais vous pourrez, je vous ai cité des personnes qui ont une reconnaissance nationale ou internationale, qui sont là pour la plupart médecins, qui ont écrit des ouvrages que vous connaissez ou pas. Si on a un petit peu le temps, donc je garde cette diapo un petit peu pour la fin, si on a du temps, si vous avez des questions, je pourrais vous préciser quels sont les aspects intéressants à aller creuser chez ces personnes-là, soit en lisant leurs ouvrages, soit éventuellement aujourd'hui sur YouTube. Vous avez une facilité rapide et très aisée en termes d'organisation pour suivre des conférences, des ateliers, des interviews qui peuvent durer 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, et qui vraiment permettent de nourrir, de continuer à nourrir la compréhension de certains sujets avec une vision globale, holistique, c'est-à-dire globale et complète. Alors du coup, ben voilà, c'est la première diapo. Alors il y en a pas énormément des diapos, mais elles sont, je pense, assez denses. Et c'est un modèle que je vous propose. Alors en ce qui me concerne, si vous voulez, par rapport à ce que je vous propose, je m'appuie sur des choses qui sont validées par ailleurs, hein, soit validées par des études, par des chercheurs, des universitaires, soit complétées et validées par des personnes qui, comme je disais tout à l'heure, ont pignon sur rue ou qui ont une certaine aura par rapport à la manière dont ils présentent les choses sur différents sujets concernant notamment l'humain. Donc, par exemple, en ce qui concerne les quelques qualités que j'ai, j'en ai une c'est un besoin en fait, c'est de faire la synthèse, d'avoir une modélisation globale et non partielle, mais globale de tous les éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte par rapport à un sujet. Et ça, c'est l'approche systémique qui permet d'avoir cette approche-là, sachant qu'elle vient en complément avec l'approche analytique qui, elle, nous permet de regarder les choses dans le détail avec plus de rigueur. Mais le petit souci de l'approche analytique est purement cartésienne, fait que parfois on manque de recul et de vision globale. Donc c'est ce qu'apporte l'approche systémique en la matière. Alors déjà, il faut regarder les trois couches. Donc ce sont les fondations en fait. En tout cas, il y a deux couches, l'estime de soi et l'amour de soi sont les deux couches sous-jacentes qui permettent d'établir la confiance. Alors la confiance au sens large, parce qu'on va voir que la confiance se décline de différentes manières, notamment la confiance en soi, mais également, du coup, également la confiance partagée avec autrui, autrui étant vos partenaires professionnels, mais autrui étant également vos partenaires ou en tout cas vos relations personnelles et affectives. Et vous voyez que cette confiance s'appuie sur un élément clé central qu'on appelle l'estime de soi, c'est-à-dire quelle estime, quelle évaluation je fais de ma propre valeur et sur quoi je me base pour ça. Tout ce dont je vais vous parler passe par notre cortex, par notre intelligence mentale, mais également, ça va au-delà de ça. Ce que je vais vous dire, au-delà de la résonance que ça peut avoir dans votre cerveau, ça peut avoir une résonance dans votre corps, dans votre cœur, à différents endroits qui sont pas forcément très visibles, mais qui vont au-delà du cerveau. D'accord? La compréhension est importante, mais par exemple, on parle également de prise de conscience. Comprendre qu'il faut arrêter de fumer, tout le monde peut le comprendre assez aisément. Mais une grande partie des gens qui ont compris qu'il fallait arrêter de fumer ne se sont toujours pas arrêtés de fumer. Jusqu'au jour où, par rapport à une radio qui pose problème, avec une tache au milieu d'un des poumons, là, ce choc provoque une prise de conscience qui va au-delà donc simplement de la compréhension intellectuelle et qui est un choc psychologique qui permet peut-être de décider d'arrêter de fumer et de faire l'effort
pour arrêter de fumer, et ensuite un second effort de persévérance pour continuer à arrêter de fumer. Et un effort également dans le temps de conscience pour voir où on en est par rapport à ça et pour voir quelle est la stratégie que l'on met en place pour continuer à arrêter de fumer en gérant éventuellement les petites contrariétés qu'il pourrait y avoir en conséquence. Donc, je repars sur la partie estime de soi. Donc, c'est quelque chose qui est au fond de vous. Quel est votre niveau d'estime de vous-même? Il y a une nuance à ça. J'y reviendrai après. Et cette estime de soi, ça aussi, c'est reconnu dans certains milieux psychologiques et autres, que de manière beaucoup plus subtile, la base de la base, c'est l'amour de soi. Et là, on en a vraiment, en surface, on n'en a pas vraiment conscience. On pense qu'on s'aime ou qu'on s'apprécie, mais en fait, au final, quand on peut qu'on prenne le temps de le regarder, de se poser, de voir ce qui se passe, on est souvent, très souvent en train de se juger, en train de se mettre de la pression, en train d'être insatisfait de ce que l'on fait, etc., etc. Et ça étant influencé par l'extérieur, mais également, quelquefois, on n'a pas besoin d'influence extérieure pour se mettre la pression tout seul. Ça, c'est ce que je peux aborder, par exemple, sur des sujets qui concernent le stress, c'est ce que je peux appeler le stress mental subjectif, qui est un stress qu'on se provoque tout seul par soi-même, simplement par des mécanismes de pensée négative automatiques que l'on pourrait maîtriser, mais que l'on a perdu en capacité de maîtrise et de contrôle. Et ça, je reviendrai là-dessus sur la dernière partie de la présentation. Et l'amour de soi se joue notamment, et ça c'est reconnu par la médecine, notamment il y a une des personnes que j'ai citées, qui est le docteur David Chervan-Schreiber. Il a un bouquin, un best-seller qui s'appelle Guérir du stress sans médicaments et sans psychanalyse. Et il y a un chapitre qui s'appelle L'amour est un besoin physiologique. Et effectivement, bon, j'essaye de faire vite, mais dans certaines cliniques dans les années 50 en Europe de l'Est, il y avait des nourrissons, des enfants qui ont été récupérés parce qu'ils étaient sans parents ou que les parents n'avaient pas de ressources à cause de la guerre pour s'en occuper. Donc, ils étaient regroupés dans une clinique sous couveuse et il y avait un protocole d'hygiène très strict qui empêchait les infirmières de les toucher. Et ils se sont aperçus qu'en fait, ces nourrissons avaient un sous-développement, voire grave, en fait. Sauf qu'à un moment donné, certains d'entre eux se sont remis à avoir un développement, de grandir normalement. Et ont rattrapé leur retard. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ils ont enquêté, ils ont découvert qu'il y avait une nouvelle infirmière de nuit qui, c'était trop difficile pour elle de se soumettre à ce protocole un peu rigoureux qui l'empêchait de les toucher. Et donc, contrairement au protocole, elle les touchait, elle les caressait, etc. Et par le contact, par le toucher, elle leur donnait de l'amour, de l'affection. Le besoin primordial des enfants, c'est l'amour et l'affection. Et même quand ils sont grands. Et même quand ils sont adolescents, et c'est un autre sujet, on pourrait passer 2 jours sur tout ça, hein, mais bon, je vais me restreindre aux 35 minutes que nous avons. Voilà, donc en tout cas, même quand on grandit, on continue à avoir un besoin d'amour et d'affection qui provient des autres, qui peut poser du coup un souci dans nos relations humaines, affectives, en termes d'attachement notamment, et d'attente. Et par ailleurs, pour le coup, ce que l'on ne sait pas, c'est que l'amour ne vient pas simplement que des autres, il y a aussi un foyer de cette énergie en nous. Je vous dis pas encore où il est, peut-être que vous vous en doutez, mais on le verra dans la suite des diapos. Et donc la chose importante par rapport à ces 3 couches-là, qu'il faut bien comprendre, et que je viens d'introduire, c'est que, et ça apparaît ici sur la diapo, sur le schéma, c'est qu'il y a, pour nourrir ces 3 couches, amour de soi, estime de soi et confiance, il y a 2 sources en fait. Il y a une source qui vient de l'extérieur, des sources extrinsèques, notamment sur la flèche du bas, sources extrinsèques, nos réussites sociales, des bonnes notes à l'école, les diplômes que l'on a, les retours positifs que l'on a en entreprise, des stages qui se passent bien. Ça s'appelle la réussite sociale, ça s'appelle notamment la reconnaissance. Aujourd'hui, effectivement, on sait que dans les entreprises, il y a une problématique fondamentale en termes de motivation et d'engagement et de management autour de la reconnaissance. Et donc, les gens ont un déficit quelque part de confiance, d'estime d'eux-mêmes, voire d'amour d'eux-mêmes. Et pour compléter ce déficit,
il se focalise sur cette source de reconnaissance qui vient de l'extérieur, hein, c'est-à-dire potentiellement du coup du manager, de la hiérarchie. Et le manager et les hiérarchies, parfois, ils n'ont pas le temps hein, de venir vous remercier, de vous dire oh, super, ce que tu as fait, c'est très très bien, et simplement ils prennent le temps des fois quand juste ça va pas. Alors ça s'apprend, ça s'appelle des feedbacks, etc. Mais surtout, ça doit se faire aussi de manière authentique. Donc il y a un gros déficit à ce niveau-là, et quand c'est pas là, bah, du coup, on est en manque. Et au-dessous de la reconnaissance, il y a un thème qui est proche de la reconnaissance, qui est la considération. Les gens ont besoin de considération, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin de sentir qu'ils existent, c'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on porte leur attention sur eux. Et porter son attention sur quelqu'un, c'est prendre le temps de l'écouter, de le regarder. Prendre le temps de l'écouter, c'est pas penser à autre chose, c'est pas regarder son téléphone pendant que quelqu'un me parle. C'est toute mon attention qui se trouve dans un espace de conscience qui est géré par des mécanismes neuronaux au niveau de mon cerveau, mais aussi par des mécanismes plus subtils. Toute mon attention doit être portée sur l'autre. Dans les métiers de soins, on apprend à faire ça. Notamment, parmi les gens que j'ai cités, il y a un psychologue qui s'appelle Carl Rogers, qui est dans les années 60, qui était un élève d'Abraham Maslow pour la pyramide de Maslow, qui a écrit autour de ça, qui parle notamment d'écoute active. Donc, comment apprendre à écouter quelqu'un sans l'interrompre, c'est le minimum, mais même à la limite sans penser à autre chose, même en laissant des temps de silence. Et puis la deuxième chose, c'est aussi apprendre à poser des questions, mais des vraies questions, des questions ouvertes. Et vous, ça vous fait quoi? Vous en pensez quoi de ça? Vous me demandez une solution, mais vous en pensez, à ma place, vous feriez quoi? Question ouverte et neutre. Vous voyez, ce sont des techniques, des principes très très simples qu'on va revoir à la fin, ça apparaît dans un des items. Et puis alors, à la base de tout, il y a le respect. Alors, le respect aussi, c'est un sujet à part entière. Hein. On va voir la confiance et le respect. Ce sont les deux clés sur la diapo suivante. On va voir que ce sont les deux clés fondamentales pour le lien à l'autre. Et puis, au-delà de ces sources extrinsèques, vous avez donc une problématique autour de la gestion de l'incertitude, qui est liée à la gestion du stress, qui est liée à la gestion du temps et des priorités, et qui se compense parfois par un besoin de maîtrise et de contrôle des situations, qui va au-delà de notre capacité de maîtrise et de contrôle des situations, qui va bien au-delà. Et du coup, plus on a besoin de contrôle et de maîtrise et moins on l'a, plus on est stressé et plus on perd confiance. Et moins bien on fait les choses, et moins on a de réussite sociale, et plus on perd confiance. Donc cette partie extrinsèque et nécessaire existe, mais ce que les gens ne savent pas, et la grande nouvelle pour certains d'entre vous peut-être aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie intrinsèque. En vous, vous avez une source inépuisable de confiance, simplement il faut aller la chercher. Ça passe par l'acceptation de soi, ça passe par le prendre soin de soi, prendre le temps de se reposer, de se poser, notamment pour pas partir en stress chronique, voire en burn-out, prendre du recul, apprendre, essayer de tirer des leçons, des enseignements de toutes ces expériences, qu'elles soient personnelles, professionnelles, éventuellement de faire des liens, de s'instruire. Et je le redis, ça commence par l'instruction, par l'apprentissage. C'est d'abord une question effectivement d'intelligence et de mental, mais ça va au-delà. Par la notion de résilience, avoir la capacité justement de dépasser les échecs. Malheureusement, en France, quand on a des échecs, on croit qu'on vaut plus rien, mais en fait, dans d'autres pays, c'est assez connu. Aux États-Unis, les échecs font partie de l'apprentissage. C'est au travers la valeur de quelqu'un, c'est dans sa capacité de dépasser les échecs et de finir quand même par réussir quelque chose. Et donc là, il y a une qualité de persévérance qu'il est nécessaire d'établir et qui renforce sa confiance. Et j'ai mis en bleu un petit truc hein, qui s'appelle là j'ai mis confiance en l'univers. Donc là c'est la dimension spirituelle. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais ça peut parler à certains et je peux vous dire que ça compte énormément. Alors je vais à la quête de la diapo suivante. Alors, du coup, on va pas trop perdre de temps, mais quand je suis en formation, je pose la question suivante, et là, je vais aller très vite pour rattraper un petit peu le temps, qui passe vite. Alors, je vous laisse quand même le temps de réfléchir à ça avant de vous fournir tout de suite des éléments de réponse. Quelle est la différence qu'il y a entre la notion de relation et de communication? Mais quelle est également la complémentarité entre ces deux notions? Et là, il manque une petite chose avec la communication qui crée en fait la relation. Donc, pour vous aider, hein, effectivement, donc là, les questions, c'est quelle différence entre relation et communication? Quel est le rôle de la confiance dans cette histoire?
Et quel est le rapport avec la qualité du résultat? Parce qu'en final, c'est ça qui nous intéresse. C'est quoi la qualité du résultat commun? C'est le plaisir de travailler ensemble, c'est le plaisir de faire aboutir un projet commun, c'est le plaisir de bien faire son job et d'être apprécié par ses pairs et par sa hiérarchie, c'est le plaisir de pouvoir continuer à bosser dans une boîte qui nous convient. Le résultat commun, c'est ça, c'est très global. Et ça se joue dans la relation par la confiance et par la communication et par un petit élément supplémentaire, bon, qui va apparaître du coup tout de suite derrière, si ça veut bien, qui sont les actes communs. Alors cette diapo est un petit peu plus complète, mais pas si compliqué que ça. La relation, c'est un lien que l'on établit dans le temps, qui se tisse dans le temps et que l'on nourrit dans le temps. Et vous voyez qu'il y a une flèche qui est fluctuante parce que parfois la relation est au beau fixe et parfois elle peut, pour un certain nombre de raisons, notamment en termes de communication, parce que la clé d'un point de vue du savoir-faire et du savoir-être, elle se joue dans la communication. Savoir communiquer, et la communication, c'est savoir faire passer des messages. Et il y a différentes manières de faire passer des messages. Il y a du timing, il y a de la rhétorique, il y a de l'authenticité, il y a le cœur qu'on y met, il y a la compréhension du sujet, il y a plein de choses. Et pour le coup, il y a aussi la confiance que l'on a en soi par rapport au message que l'on a à faire passer. Et les meilleurs messages qui passent, même si parfois ils peuvent être pas complets, incomplets ou pas forcément justes, en tout cas, ils seront d'autant plus percutants que vous y croyez, que vous aurez expérimenté la chose et que vous l'aurez validé par vous-même, mais aussi au travers des autres et de votre expérience partagée, notamment en entreprise. Donc la relation se construit, se nourrit dans le temps au travers de la communication. Donc le savoir-faire en communication est un savoir-faire fondamental. Donc j'ai animé des centaines de formations, j'ai vu des milliers de personnes, des managers, hein, la plupart, hein, enfin 95% c'était des managers. Je sais, en termes de pourcentage, 60% n'ont pas appris à communiquer. On n'apprend pas à communiquer. On n'apprend pas à dire les choses. En plus, la langue française est très riche. Et quand je fais passer un message, le sens que je mets à ce message et que je vous envoie n'est pas du tout le même que le sens que vous interprétez dans ce message. Quand j'étais dans l'informatique, il n'y avait pas d'ambiguïté. Les ordinateurs, ils échangent des 0 et des 1, ils les comptent. Il y a zéro ambiguïté. En communication humaine, il y a plein d'ambiguïtés, des malentendus, des sous-entendus, des non-dits, voire même une communication qui peut être stérile, on n'avance pas, qui peut être contre-productive, qui peut être même néfaste, voire toxique, et ça aboutit par exemple à du harcèlement. Donc il y a plein de manières de communiquer et plein de niveaux de qualitatif au niveau de la communication. Et cette relation que l'on tisse au travers du temps, qui s'appuie sur la communication et sur les actes, communication et actes finissant à déterminer au final notre comportement, et l'axe étant de devoir être constructif, c'est-à-dire comment je peux être dans une situation donnée, qu'elle soit fluide ou qu'elle soit tendue, comment je peux être constructif. J'ai pas le temps d'ouvrir la parenthèse sur le stress, mais vous avez le mode lutte, le mode fuite ou le mode soumission, et l'idée c'est de sortir de ces trois modes, pas être agressif, pas être en retrait ou sortir du jeu, alors que j'ai une responsabilité du jeu, ou ne pas se soumettre au jeu et en subir les conséquences. Il y a une quatrième option qui est une option plus intelligente avec le cœur derrière, mais aussi du pragmatisme. C'est comment je peux être constructif dans cette situation-là et comment je peux du coup faire passer les messages qui vont bien pour aboutir à quelque chose qui permette à tout le monde d'avancer et de faire, comme on dit, du win-win. Et alors la confiance dans tout ça, elle est où? Ben, vous le savez peut-être, c'est écrit et vous l'avez sûrement vécu. Quand on est en relation avec quelqu'un et qu'il y a un déficit de confiance, et le pire des déficits de confiance, c'est la trahison, par exemple, ben, une trahison peut couper net une relation. Donc la confiance, et ça vous le retrouvez dans un... Alors si vous aimez les séries, je vous conseille fortement de regarder par exemple Homeland, et vous verrez sur les 8 saisons que la confiance entre les acteurs, notamment ceux qui sont complices, la confiance est un élément clé. Parfois, il y a des décisions difficiles à prendre. Et ce qui permet de tenir le lien et de finir par aboutir par quelque chose de positif pour tout le monde. La confiance et le respect sont les deux valeurs clés qui maintiennent ou détruisent, si elles ne sont pas là, la qualité fondamentale d'une relation à l'autre. Et du coup,
plus la qualité, ça je peux pas le démontrer mathématiquement, mais je pense qu'on sera empiriquement d'accord là-dessus. La qualité des actes et la qualité de la communication créent la qualité de la relation, qui elle-même, une relation de qualité, favorise euh, de manière très importante la qualité d'un résultat commun. Et quand la qualité d'une relation se dégrade, soit par une mauvaise communication, soit par une perte de confiance, ben comment on la rattrape? Ben par la communication. Et l'enjeu, c'est de rétablir la confiance. Et s'il y a une perte de confiance en l'autre au niveau de plusieurs acteurs, il y a aussi un point à faire avec soi. Prendre du recul sur soi, être tolérant avec soi, être en capacité de se remettre en question et savoir où est-ce qu'on en est aussi, parce que quelquefois, on a trop de confiance. Et ça, c'est un biais aussi au niveau de la confiance qui vient de l'extrinsèque, qui vient du mental et qui vient d'une petite zone dans le mental qu'on appelle de l'ego. Et vous avez des gens qui ont énormément de confiance en eux, qui ont plein de réussites sociales et qui se sentent très forts, mais quelquefois ils s'écroulent. Un échec, une trahison, une surprise inattendue, le non-contrôle d'une situation fait que ces personnes-là peuvent vraiment basculer au niveau de la confiance en eux, parce qu'elle n'était pas intrinsèque, elle était juste extrinsèque. Elle venait de leur réussite sociale, etc., de leur compte en banque, tout ce que vous voulez. Mais à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas suffisamment nourri la partie estime de soi, amour de soi, qui, de manière intrinsèque, nourrit aussi cette confiance-là, quelque chose de beaucoup plus subtil. Beaucoup de managers aujourd'hui s'ouvrent à ces choses-là. Hein. Pour les gens qui sont très cartésiens, ça peut paraître fumeux, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vois des dizaines de personnes, parce que je participe, j'anime et je participe aussi à énormément de stages en développement personnel de tout type, et je vois des gens qui ont de fortes responsabilités, et même en entreprise, il y a des ateliers qui sont autour de ces sujets de manière beaucoup plus subtile. Et donc, attention au niveau du lien, de la relation, au jeu de pouvoir. Ça, c'est facile à décrypter. Au lien affectif aussi, à l'attachement qu'on peut avoir vis-à-vis des gens. Alors, le lien affectif dans l'entreprise, c'est j'ai plaisir à travailler avec cette personne et celle-là, j'ai pas envie de bosser avec elle. C'est de l'affect. J'ai pas envie de bosser avec elle, elle m'énerve. On est dans l'affectif, hein. On est dans le stress, on est dans la colère, on est dans les émotions, on est dans l'affectif. Donc, ok, si on doit bosser avec quelqu'un qu'on ne supporte pas, on respire un grand coup, on fait un travail sur soi, on fait tout ce qu'il y a après, là, ce que je vais vous indiquer. Et puis, petit à petit, on va réussir à mettre en place de la distance, un apaisement pour pouvoir travailler à minimum de manière, on va dire, respectueuse, neutre avec les personnes avec qui on doit travailler. Et puis, si on a plus de plaisir à travailler avec d'autres personnes, ben, tant mieux. Mais attention aussi à vouloir tout le temps travailler avec certaines personnes et pas d'autres. Il faut aussi s'habituer justement à travailler avec quiconque. Et si vous rencontrez dans votre carrière professionnelle des situations complexes avec des personnes insupportables, c'est pour vous un challenge. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais toutes les situations qu'on traverse sont un défi qui vont nous permettre d'apprendre, de nous améliorer. Donc, comment je fais? Comment je peux me remettre en question? Simple, non seulement en me disant, bon, l'autre, il a qu'à changer, puis moi, tout va bien chez moi. Non, c'est pas ça. Ça, vous allez vous planter si vous faites ça. Et ça, c'est le réflexe normal. Hein. Ça commence par se remettre en question et pas en cause. Je passe aussi là-dessus. Je verrai si j'ai 1 ou 2 minutes de plus pour vous expliquer. Mais la remise en cause tend vers un sentiment de culpabilité. C'est à cause de moi, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Je me sens coupable et j'ai pas envie d'être coupable. Et la remise en question tend vers la responsabilité. Je passe du coup à la diapo suivante. Donc, a priori, il reste 10 minutes. Je vais ouvrir le chat pour voir si éventuellement... voilà, vous pouvez commencer à mettre des questions sur le chat, hein, voilà, auxquelles je pourrais répondre dans les 10 minutes qui restent. Alors ce schéma-là, pour le coup, je vais aller très vite. C'est tout un parcours, c'est le parcours du combattant, mais pas le combattant qui... Attendez, j'essaie de trouver une formule qui est à peu près, que je peux utiliser en public et je la trouve pas, qui sue, hein, qui fait un parcours pénible. Alors ça peut être parfois pénible, hein, mais en tout cas c'est un parcours de grandissement, hein, grandir en maturité, s'épanouir, se réaliser, hein, c'est l'accomplissement, c'est la dernière étape d'accomplissement. Ça passe par quoi? Ça passe par le travail sur soi, qui permet une meilleure connaissance de soi. Ça passe par ce que j'ai dit, la capacité à se remettre en question, à s'accepter comme on est, qui développe du coup 2 aspects. La nécessité de s'affirmer, donc là on va s'affirmer et on va se faire respecter, donc là ça engrange de manière intrinsèque et extrinsèque de la confiance en soi.
Et ça va aussi s'appuyer, développer une image de soi. Hein, mais si on s'appuie que simplement sur l'image de soi, sur la qualité de sa voiture, hein, ou le prix de sa voiture, ça suffit pas. Hein. On peut se faire plaisir avec une belle voiture qui coûte très cher, mais si la confiance en soi, c'est simplement parce que j'ai une grosse voiture, là, il y a un truc qui colle pas quelque part. D'accord? Donc l'affirmation de soi, alors ça s'appelle aussi l'assertivité, donc c'est un élément important aussi qu'on développe aujourd'hui en formation, en management notamment, ou dans le théâtre par ailleurs, ou avec les outils du théâtre. L'assertivité, c'est se faire respecter, respecter l'autre sans être agressif. Et c'est donc pouvoir s'affirmer, et tout ça renforce la confiance en soi, et puis avec un peu de chance, petit à petit, vous vous réalisez et vous vous éclatez petit à petit dans votre travail, et pas seul, et en partage avec les autres, notamment sur des projets. Alors je passe à la diapo suivante. Voilà, donc là on a les deux diapos, les trois diapos suivantes sont vraiment. Donc comment on développe tout ça? Donc je ne vais pas pouvoir tout vous décrire, il y a trois pavés là. J'ai mis en rouge vif, cohérence cardiaque 365. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a une application qui s'appelle Respire Relax Plus, il n'y a pas de pub, elle n'est pas vérolée, c'est sur téléphone, il y a une bille qui monte et qui descend sur un certain rythme, qui est un rythme particulier. Des études scientifiques ont démontré que ce rythme de respiration particulier, qui n'est pas naturel, met le cœur dans un état qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et cet état-là rééquilibre le système nerveux sympathique et parasympathique, c'est-à-dire ça baisse votre stress, ça baisse votre niveau d'adrénaline et de cortisol, ça vous apaise pendant 4 heures. Vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque tous les matins, vous avez devant vous 4 heures d'apaisement. Et plus vous le faites, plus vous allez comprendre de manière explicite le bien que ça vous fait. 5 minutes par jour. Je passe sur les pratiques accompagnées. L'activité physique. La semaine dernière, j'étais à Lille dans un institut où tous les formateurs sont médecins, ils travaillent avec le CHU de Lille, ils ont écrit des bouquins, il y a leurs références. L'activité physique modérée régulière. Alors excusez-moi, je suis passé sur le pavé à droite. Hein. Les pratiques accompagnées, je finirai par elles, donc je suis passé à droite. L'activité physique modérée régulière, notamment le ménage, la marche, donc 30 minutes par jour. Sur 5 jours, ça fait 150 minutes, si je ne me trompe pas. Il est démontré que c'est avec cette activité physique régulière, notamment, ça vous fait du bien au corps, mais ça fait du bien au cerveau. Et ça renforce la confiance. Il y a des études cliniques et comportementales qui démontrent ça. L'activité physique renforce la confiance. Pas simplement parce qu'on gagne une compétition. Hein. On peut gagner les grands compétiteurs peuvent gagner et travaillent sur la confiance. Et c'est pas parce qu'ils ont gagné 3 tournois qu'ils vont pouvoir être certains de gagner les futurs tournois. Donc, il faut un travail sur la conscience, sur le stress. Aujourd'hui, c'est très répandu, hein, un travail mental, ça s'appelle la préparation mentale, mais ça recouvre notamment la cohérence cardiaque et notamment la méditation. J'ai pas le temps d'en parler, mais la méditation en pleine conscience est un complément pour le cerveau qui vous permet de diminuer le stress et de renforcer la confiance. Et vous pouvez idéalement compléter les exercices, l'activité physique par des exercices physiques, voire même du sport, mais avec prudence, avec un accompagnement si nécessaire. Et donc, conjuguer le modéré et l'intensif, et c'est comme ça. Alors, vous êtes plutôt jeune, hein, mais moi, je donne ces conseils maintenant aux gens que je vois dans les formations, c'est plutôt des gens entre 40 et 60 ans, on va dire, 35 et 60 ans. Donc, il est temps, si les gens ont perdu leurs habitudes à ce niveau-là, de se reprendre en main en termes d'activité physique, mais aussi, ça doit apparaître quelque part, au niveau de l'hygiène alimentaire. Donc là aussi, il y a un cerveau dans l'intestin et il y a une influence, croyez-le ou pas, il y a une influence physiologiquement au niveau du stress et du coup sur la confiance par rapport à ce que vous mangez, par rapport à votre hygiène alimentaire. Donc globalement, l'hygiène de vie renforce la confiance, en synthèse. Et c'est pas un fantasme de ma part, hein. J'ai pas non plus, je regarde autour de moi, il n'y a pas de moquette, je l'ai pas fumé, ni chez moi. Aujourd'hui, il y a énormément d'études qui démontrent ça. Il y a une vague au niveau des thérapies, au niveau de la médecine et de la psychothérapie, qui est une approche complètement holistique où il y a le mental, le corps, l'émotionnel, le cœur, voire même la spiritualité. Aujourd'hui, tout ça est en train de se transformer. Il y a des études cliniques qui sont en train de renverser
le paradigme habituel dans lequel on a été élevé. Ce paradigme est en train de changer complètement. Donc, sur les 5 minutes qui restent, n'hésitez pas à poser une question si vous le souhaitez. J'essaye d'attraper, voilà. Alors là, évidemment, c'était un peu un gag. Hein, j'ai pompé un schéma qu'on m'a donné la semaine dernière. Moi, j'y comprends rien dans ce schéma. C'est juste pour vous montrer que c'est un truc sérieux. Il y a eu notamment une étude sur la notion de stress-réponse et relaxation-réponse. Voilà. Donc, en gros, c'est une formule connue. Je l'ai pas inventée. Un esprit sain dans un corps sain développe la sérénité. La sérénité, c'est quoi? C'est la paix intérieure. Je suis pas en mode lutte, je suis en paix et je suis en confiance. C'est-à-dire, je suis pas sous crainte ou sous inquiétude. Alors, dans les conseils pratiques, il reste juste 10 diapos de conseils pratiques. Donc, la suivante devrait arriver. OK. Alors, par rapport à vous en êtes sur votre développement professionnel, les stratégies comportementales autour de la confiance. Alors d'abord, par rapport à où vous en êtes, puisque c'est plutôt un début de carrière a priori, si vous sortez des apprentissages, etc., prendre le temps de faire le bilan d'étape entre vos deux emplois, on va dire l'apprentissage et puis le futur emploi, hein. Faire le point sur vos expériences précédentes. Et je vous ai proposé des formules, hein. Qu'est-ce que j'ai réussi ou pas? Donc ça nourrit la confiance intrinsèque et extrinsèque. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai aimé ou pas? Il faut savoir que faire des choses qu'on aime renforce la capacité, renforce la performance, hein, l'efficacité, et renforce par ailleurs la confiance et le plaisir, hein. Tout ça, ça se joue, tout ça est complètement lié, hein. Qu'est-ce que j'ai mal appréhendé? Alors, est-ce que je dois faire un effort sur telle ou telle chose? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai raté? Alors là, c'est une histoire d'apprentissage. Qu'est-ce que je dois mieux faire? Sur quoi je dois me remettre en question? Et qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc là, on rejoint la notion d'enjeu et de valeur. Dans mon travail, qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce qui me pose souci? Voilà, ce sont des questions. Si vous essayez d'y répondre, de prendre le temps d'y répondre, vous allez voir que même sans plus d'explications, ça va vous donner une cartographie de votre personnalité et de votre parcours. Et du coup, peut-être de direction à suivre pour que les choses se passent mieux de manière subtile ou de manière très concrète. Ensuite, quand vous êtes dans la nouvelle entreprise, sur le court terme, prendre le temps, j'ai 3 mots-clés, le repérage. Quelle est la culture? Comment ça marche? Voilà, j'arrive dans une boîte, il y a 10 personnes ou il y a 3000 personnes, c'est fonction publique, c'est une boîte privée. Comment ça marche? Quels sont les modes de fonctionnement, notamment relationnels, et quels sont les modes de fonctionnement au niveau management? Là, l'idée, la clé, c'est l'adaptation. Là, ce qu'on vous demande en tant que jeune arrivant, jeune employé ou nouvel employé de toute façon dans une entreprise, vous allez, comme on dit, faire vos preuves, on va voir, mais du coup, faire mes preuves, on attend quoi de moi? Qu'est-ce qui est important pour mon employeur? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses attentes? Est-ce qu'elles sont explicites ou implicites? Est-ce que j'ai compris ou pas ce qu'il attend? Donc, c'est la notion de besoin et de repérage, du coup. Et au-delà des besoins, qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est comment ça fonctionne. Est-ce qu'on se dit les choses ou pas? Est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on se vous voit? Est-ce que c'est authentique? Ou est-ce qu'il y a des non-dits, des sous-entendus, voire pire? Donc, il y a un décryptage du recul à avoir, du décryptage avec du discernement. Mais aussi, on attend de vous, bien entendu, que vous engagiez. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut rentrer dans le bain, il faut plonger dans le bain, s'engager sur, si possible, des missions claires et cadrées, mais avec persévérance, souplesse. Ça, c'est le court terme. Et ensuite, petit à petit, vous prenez un peu le temps de recul. Comment les choses évoluent? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce qu'il y a des frustrations qui arrivent, qui se sont amplifiées? Ou au contraire, est-ce que les choses se passent mieux? Est-ce qu'il y a des encouragements? Est-ce que ça se met en place? Quel est votre niveau d'enthousiasme? Donc là, c'est la partie risque psychosocial. Alors peut-être pour les jeunes, c'est moins prégnant, mais à force, au bout d'un certain temps de carrière, d'années dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises, quel est mon niveau d'enthousiasme? Est-ce que j'ai eu tous les retours extrinsèques et intrinsèques qui ont fait que j'ai été récompensé pour tous les efforts que j'ai faits? Est-ce que je me sens bien dans cette entreprise? Est-ce que j'ai encore envie j'ai un niveau d'enthousiasme suffisant pour avoir toujours envie de m'engager et de donner le meilleur de moi-même? Est-ce que j'ai un retour?
Donc, comment jouer les bonnes cartes, comment être constructif, hein, donc suivre des formations, discuter, échanger, avoir un auto-apprentissage et un apprentissage collectif avec vos pairs, avec votre hiérarchie. Et quels sont vos enjeux, et notamment l'équilibre, hein. Alors, au début, il y a des compromis à faire, hein, mais avec le temps, il va y avoir un équilibre à trouver, vie personnelle, vie professionnelle. Ça s'est réapparu, hein, avec le confinement, avec le télétravail. Aujourd'hui, les adultes un peu plus vieux ont un réel besoin, hein, de trouver, s'il n'est pas établi ou s'il est perdu, de retrouver un équilibre vie personnelle et vie professionnelle, hein. Et au niveau du risque psychosocial et du stress chronique et des maladies, si vous occupez pas de vous-même, vous serez en incapacité, vous allez dégrader vos capacités de travail. En dégradant vos capacités de travail, vous serez moins bon et vous allez avoir une perte de confiance. Et donc, du coup, tout va s'écrouler. Donc, plus vous faites de la prévention là-dessus, moins les choses vont s'écrouler. Et il y a des gens, par exemple, ça s'écroule tout seul. Il y en a des gens qui sont dans un rythme trop fort et ça s'écroule d'un coup. C'est le burn-out et c'est eux qui l'ont cherché. Ils ont énormément travaillé. Ils se sont donnés à fond. Énorme réussite. Puis d'un coup, ils sont grillés, hein. Et ils le voient pas venir, hein. Et ça existe vraiment, hein. Des chefs d'entreprise, des cadres de haut niveau, des cadres de proximité, voire des collaborateurs chez tout le monde. Mais c'est vrai que plus on est haut dans la hiérarchie, plus on s'investit, c'est normal. Mais à un moment donné, on peut basculer, on peut passer un seuil, il y a une bascule qui se produit et qui peut être assez embêtante d'un point de vue psychologique et pathologique. Je vois que j'ai dépassé de 2 minutes. Il doit rester une dernière diapo qui est plus légère. L'ikigai, je vous laisserai le découvrir, hein. Sachant que j'y ai apporté une petite touche personnelle. Donc, 2 éléments importants là, sur cette dernière diapo. Le savoir évoluer. Donc, je vous ai redécrit le processus, objectiver les choses, les comprendre, prendre conscience. Voilà, il y a un processus psychologique qui rejoint la notion de deuil par ailleurs, hein. À un moment donné, si je dois évoluer, je suis confronté à une problématique forte, lourde, et je suis obligé de me remettre aux questions. Ça induit potentiellement la nécessité de faire le deuil sur quelque chose, le deuil d'une croyance, le deuil de quelque chose qui était intéressant pour moi. Il faut que je passe à autre chose et ça peut être un challenge psychologique important et un coaching, voire une psychothérapie ou une thérapie ou quelques stages de développement personnel peuvent vous aider à faire ce deuil. Et ensuite, le comportement constructif, ben, vous avez une liste synthétique facile à comprendre, hein. Alors, je peux simplement on peut la lire ensemble. Être actif, savoir demander, assumer ses faiblesses, prendre ses responsabilités, voilà, faire un travail de communication, apprendre à la rhétorique, l'authenticité, la pédagogie, la rhétorique, l'écoute, tout ça, ça tourne autour de la communication. J'en ai parlé, l'assertivité, comment se respecter, faire respecter ses besoins, donc se faire respecter et respecter autrui. Prendre soin de soi, globalement, vous allez y gagner en capacité de travailler en confiance, de toute façon. Donc, comme dit l'ancienne publicité excellente de L'Oréal, parce que vous le valez bien. D'accord? Foutez-vous la paix, ça c'est le nom d'un best-seller de Fabrice Midal, et vous le valez bien. Et donc, prenez soin de vous, et plus vous prenez soin de vous, mieux vous serez bien dans vos baskets et en capacité de bien travailler et de renforcer votre confiance et la confiance que vous pourrez partager avec les autres. Et si par hasard vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de subir une situation, ce qui s'appelle le freeze, ben, vous avez l'option d'essayer d'être constructif. Et puis, si ça marche pas, ben, vous avez le flight, je m'envole, je fuis. Ou le fight, ça peut être un combat intérieur, hein, dans un système, par exemple, vous syndiquez, et c'est une manière de lutter à l'intérieur du système. Mais quand on lutte, sachez que quand on lutte, on dépense beaucoup d'énergie et il y a toujours un gagnant et un perdant à la fin. Donc l'axe, c'est comment être constructif, et pour être constructif, comment je renforce ma confiance, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, et mieux je m'occupe de moi, mieux je peux m'occuper des autres. Je regarde l'heure, j'ai dépassé à peu près de 4. Alors, que faire avant un entretien pour pas se laisser gagner par l'émotion? Donc, il y a justement pour le coup vraiment faire un travail de préventif et si possible pas au dernier moment. Donc, un travail de respiration, les techniques de respiration, dont la cohérence cardiaque, toutes les techniques de relaxation. Voyez un petit peu ce que j'ai mis en ligne. Intéressez-vous. La relaxation, c'est pas juste je fais une micro-sieste, je me détends.
La relaxation, c'est pas ça. Je le redis, des études scientifiques qui démontrent que différentes techniques de relaxation, notamment autour de la respiration qui est fondamentale, permettent donc un premier niveau de descendre le niveau de stress sur un certain temps et du coup d'apaiser. Et quand je suis en paix, la paix renforce la confiance. Et au dernier moment, avant l'entretien, vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque, un quart d'heure avant, vous respirez, ou voire même vous avez oublié, vous êtes dans le métro, vous faites fermer les yeux ou pas, ou peu importe si les gens vous regardent ou pas, vous faites 3 respirations conscientes. 3 respirations, c'est pas 10 minutes, c'est 3 respirations. Voilà, je me force à faire 3 respirations conscientes le plus souvent possible à chaud quand je me sens stressé. Je fais ça petit à petit et là vous rentrez dans une dynamique, vous allez vous occuper de vous, renforcer vos capacités, renforcer votre confiance et renforcer la qualité des résultats que vous aurez à partager en entreprise, voire même à la maison ou dans les clubs de sport. Et je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas comment je clôture parce que ce matin, nous avons trop fait confiance au matériel. Donc, le matériel, c'est une autre histoire. Hein. Le matériel, il faut vraiment se méfier du matériel. Donc, on était un peu à la bourre. Donc, vous avez effectivement la liste qui apparaît ici des prochains séminaires, des prochains webinaires. Et pour le coup, vous aurez quelque chose de très complémentaire, de très concret, qui est donc réussir un entretien d'embauche. Alors, je ne vois pas bien complètement la date. C'est quand? Le 23 quoi, juillet? Ah ben donc c'est la semaine prochaine. Hein. Donc non, c'est dans 2 jours. Le 22, c'est voilà, dans 3 jours, le 23 juillet. Donc réussir un entretien d'embauche. Je vous invite à vous inscrire, à y participer. Et bonne continuation à tous. Merci.